considéré par nous tous comme inacceptable et une tâche sur notre démocratie. Ainsi, je tiens à présenter mes excuses à vous deux pour la manière dont vous avez été traités. Et j'espère que l'audition aujourd'hui sera sûre, confortable et digne pour nos deux témoins. J'espère que mes collègues contribueront à cet effort. Sur ce, je vais vous expliquer pourquoi nous en sommes venus à cette audition. Le 9 juillet 2018, le président a annoncé la candidature de Brett Kavanaugh au poste de juge à la Cour suprême. Le juge Kavanaugh a servi à des niveaux fédéraux depuis 12 ans. Avant d'être juge fédéral, il a occupé des postes très importants au sein du gouvernement fédéral. Le président a ajouté le juge Brett Kavanaugh à une sélection de candidats à la Cour suprême il y a 9 mois, en novembre 2017. Dans le cadre de la candidature de Brett Kavanaugh à la Cour suprême, le FBI a mené une vérification de tous ses antécédents depuis 1993, il y a 25 ans. Il y a donc eu 6 rapports créés par le FBI. Et dans aucun de ces rapports, qui ont été créés de manière bipartisane, dans ces rapports, aucun problème n'a été révélé. Il n'a pas été question de comportement sexuel inapproprié. Le docteur Ford a fait connaître ces allégations par une lettre envoyée il y a environ 2 mois, au mois de juillet. Dans cette lettre qui était secrète du 2 juillet du 23 juillet jusqu'au 13 septembre, jusqu'à ce que je l'ai reçue. Cette lettre était donc secrète. La personne qui a reçu sa lettre l'a envoyée à moi-même et à des collègues. Ces allégations ont pu faire l'objet d'une enquête afin de maintenir la confidentialité du Dr Ford à sa demande. Avant cette audition, le juge Brett Kavanaugh s'est réuni avec 65 sénateurs, y compris la personne ayant reçu la lettre. Cette personne n'a pas parlé de cette lettre lorsqu'elle a rencontré Brett Kavanaugh. Le juge Kavanaugh a fait un témoignage de plus de 32 heures en public. Nous avons tenu une session en huis clos pour poser des questions lors de la dernière soirée. Et la personne ayant reçu la lettre n'était pas présente. 1300 questions ont été envoyées. Au cours de cette période, nous n'avions pas connaissance de cette lettre secrète qui avait été envoyée. Au tout dernier moment, la veille de la confirmation de juge Kavanaugh, la personne ayant reçu la lettre a parlé au FBI. Malheureusement, les allégations ont été diffusées à la presse. C'est à ce moment-là que le docteur Ford a reçu des menaces. C'est une très mauvaise manière de traiter des témoins, une témoin qui a souhaité rester anonyme. Bien évidemment, le juge Kavanaugh a dû répondre à ces allégations dans le cadre d'un cirque médiatique. Le 13 septembre, j'ai lu la lettre de Dr Ford. Mon équipe et moi-même avons reconnu la gravité de ces allégations et nous avons immédiatement lancé une enquête de la commission, comme c'est la procédure traditionnelle. À chaque étape, le côté démocrate a refusé de participer à cette enquête qui aurait dû être bipartisane.
Depuis 4 ans, depuis 3 ans plutôt, la situation a toujours été gérée comme ceci. L'identité du Dr. Ford a été révélée. Mon équipe a ensuite contacté toutes les personnes qui avaient participé à cette fête de 1981. Juge Kavanaugh a immédiatement demandé à ce qu'il n'y ait pas de fausses déclarations. Il a nié tous les faits. L'équipe des démocrates a été invitée et aurait pu poser toutes les questions, mais ils ont refusé de participer. Ainsi, je me pose une question. Si l'on souhaite réellement connaître la vérité, pourquoi ne pas parler à l'accusé? Le processus, la procédure est toujours suivie lorsque nous recevons des allégations de comportements négatifs et des comportements déplacés. Mark Jost, Patrick Smith, Leland Kaiser, les 3 personnes ont écrit une déclaration au Sénat et ont toujours nié avoir eu connaissance des événements décrits dans la lettre du Dr. Ford. Miss Kaiser, la grande amie de Kavanaugh, a déclaré qu'elle ne connaissait pas Kavanaugh et ne se souvient pas avoir participé à une fête avec lui. Mon équipe a à plusieurs reprises demandé de s'entretenir avec le Dr. Ford depuis plusieurs jours. Nous avons même voyagé pour recueillir son témoignage, mais son avocat a refusé de présenter les allégations au Congrès. Toutefois, j'ai honoré une demande d'une audition publique afin que le Dr. Ford aujourd'hui ait l'occasion de présenter sa version des faits sous serment. Comme vous pouvez le constater, la commission judiciaire sénatoriale a été en mesure de faire une enquête complète sur les allégations. Certains de mes collègues ont cherché à faire obstruction par tous les moyens possibles et ont demandé à ce qu'il y ait une enquête du FBI. Je n'ai pas l'autorité d'imposer une demande d'enquête au FBI. Par ailleurs, une fois que les allégations ont été faites publiques, il était facile d'identifier tous les témoins potentiels et de mener notre propre enquête. Contrairement à ce qui a été dit au public, le FBI ne fait pas d'évaluation de la crédibilité ou ne vérifie pas la véracité de certains événements lors de leurs enquêtes de vérification des antécédents. Cela a d'ailleurs été prouvé par le passé. C'est ce qu'avait dit Joe Biden. Je cite, « La personne qui parle d'un rapport du FBI ne comprend pas comment la situation est gérée. Le FBI, dans ce cas ou dans tout autre cas, n'arrive pas à une conclusion. » Il a déclaré, on voit il a dit, elle a dit, ils ont dit, point à la ligne. Ainsi, lorsqu'une personne vous présente un rapport du FBI, il faut bien comprendre que le FBI n'arrive pas à des conclusions, il ne fait pas de recommandations. Il dit tout simplement ce qui a été dit et quels sont les faits. Le FBI nous a fourni les allégations. À présent, il incombe au Sénat d'évaluer la véracité de ces conclusions. Nous en arrivons donc à cette audition. J'espère que cette audition sera juste et équitable. C'est ce que nous avons promis au Dr. Ford. Certains de mes collègues se sont plaints en disant qu'un expert sur les crimes sexuels allait poser des questions aux témoins. C'est tout simplement un jeu de politique. Je ne vois pas où est le problème. Il y a des allégations sérieuses et troublantes d'agression sexuelle. Il s'agit d'un sujet complexe et difficile à discuter. Ce n'est pas un sujet facile à traiter, c'est un sujet sensible. C'est la raison pour laquelle la commission sénatoriale pense qu'un expert avec une expérience des entretiens avec les personnes, les victimes d'agressions sexuelles était utile. C'est donc cet expert qui va poser les questions.
La situation va être très, très différente au cours de cette audition par rapport à la situation passée. Il n'y a pas meilleure personne que Rachel Mitchell pour poser ces questions. Rachel Mitchell est une fonctionnaire avec des décennies d'expérience qui est responsable de la division spéciale pour les victimes de crimes sexuels. Elle a toujours cherché à rendre la justice pour les personnes victimes d'agressions sexuelles. Plus récemment, Rachel était donc responsable de la division spéciale pour les victimes et procureure adjointe du comté de Maricopa au Phoenix, qui traite des violences conjugales. Le gouverneur Janet Napolitano l'a reconnue comme la procureure de l'année pour les questions de crimes sexuels. Cette personne a passé des années à aider les éducateurs, les enquêteurs et toutes les autres personnes qui doivent mener des entretiens avec des victimes d'agressions sexuelles. Avec son aide, j'ai hâte d'avoir une audition efficace. Cette audition est faite en consultation avec les avocats de Christine Blasey Ford. Nous avons essayé de mener des enquêtes sur d'autres allégations, mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore reçu la coopération des avocats représentant les autres accusatrices. Mon équipe a essayé de recevoir des témoignages de la part des avocats de Deborah Ramirez et de Julie Swetnick. Mon équipe a fait 8 demandes de preuves auprès des avocats pour Mme Ramirez et 6 demandes de preuves aux avocats de Mme Swetnick. Aucun de ces deux avocats n'a rendu leur client disponible. Nous ne pouvons mener une enquête si les avocats bloquent la situation. J'espère que vous comprendrez bien le fait que nous avons essayé de recevoir plus d'informations, comme nous le faisons très souvent lorsqu'il y a certaines lacunes dans ce que nous appelons le rapport BI. Sur ce, vous devez bien savoir, quand je parle de tous les témoins, je parle de Dr. Ford et du juge Kavanaugh. Donc les deux témoins doivent savoir qu'ils ont le droit, de par la règle 26.5, de s'entretenir en huis clos avec leur avocat s'ils ont besoin de répondre à une question qui pourrait nuire à leur vie privée. Si le Dr. Ford ou le juge Kavanaugh souhaitent invoquer la règle 26.5, ils doivent le faire savoir. Sénateur Feinstein, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un commentaire rapide sur votre commentaire sur moi. Alors, oui, j'ai bien reçu une lettre envoyée par Christine Blasey Ford. Elle m'a été envoyée par un membre du Congrès, Anna Sue. J'ai ensuite appelé le Dr. Ford, nous avons parlé au téléphone, elle a répété le fait qu'elle souhaitait garder l'anonymat, qu'elle souhaitait que cette lettre soit confidentielle. La lettre est restée confidentielle jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que la témoin souhaite se faire connaître. Vous allez sûrement comprendre pourquoi. Aux États-Unis, les femmes sont traitées d'une certaine manière. Et la façon dont elles sont traitées n'est pas acceptable. Bonjour, Dr. Ford. Merci d'être venu et merci d'avoir accepté de partager votre histoire avec nous. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, ce n'était pas facile de venir. Mais avant d'en venir à votre témoignage, le président a choisi de ne pas le faire. D'ailleurs, je pense qu'il est important de s'assurer que vous soyez bien présenté. J'allais la présenter, mais si vous souhaitez la présenter, vous pouvez le faire. Mais je n'ai pas oublié de la présenter. Je n'aurais jamais oublié. J'allais la présenter juste avant qu'elle prenne la parole.
Merci. Lorsque j'ai vu votre CV, j'ai été extrêmement impressionné. Vous avez une licence de l'Université de la Caroline du Nord, Temple Hill, 2 masters, un de Stanford et un de Pepperdine, et un doctorat de l'Université de la Caroline du Sud. Et vous savez très bien que c'est une très grande université. Vous êtes affilié à l'Université de Stanford et l'Université de Palo Alto. Vous avez publié plus de 65 articles revus par les pairs et vous avez reçu nombre de prix pour votre travail et vos recherches. Comme si ce n'était pas suffisant. Vous êtes également une femme, une mère de 2 fils et vous êtes citoyenne de la Californie. Ainsi, je suis très reconnaissante envers vous. Merci pour votre force, votre courage pour être ici aujourd'hui. Je sais que c'est difficile. Avant de vous donner la parole, j'aimerais parler un petit peu de ce dont nous allons parler aujourd'hui et où nous en sommes en tant que pays. La violence sexuelle est un problème grave et sérieux. C'est un problème qui est souvent oublié. Aux États-Unis, le Centre pour le contrôle des maladies estime qu'une femme sur 3 et un homme sur 6 va vivre une sorte de violence sexuelle dans sa vie. Le réseau sur les violences dit que 60% des agressions sexuelles ne sont pas signalées. Par ailleurs, lorsque les survivants ou survivantes signalent le crime, c'est plusieurs années à cause de la peur, de la honte, la peur qu'on ne les croit pas. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre d'une femme de 16 ans qui vient de Californie qui m'a raconté, une femme de 60 ans plutôt, qui disait que lorsqu'elle avait 17 ans, elle avait été violée, elle avait survécu, elle était terrifiée, embarrassée. Elle n'a pas osé parler de cette agression jusqu'à bien plus tard. Elle a vécu avec cette agression pendant 43 ans. Je pense qu'il est important de garder à l'esprit ces réalités lorsque nous allons entendre le témoignage du Dr Ford. Il y a eu un grand débat public concernant le mouvement MeToo. Nous avons beaucoup parlé de cet événement et de ce mouvement. Mais il y a des jeunes femmes qui disent « plus jamais ça ». Parallèlement, nos institutions n'ont pas fait de progrès quant à leur manière de traiter les femmes qui signalent ce genre d'abus. Très souvent, la mémoire des femmes est remise en question. Ces femmes sont ensuite jugées, on les force à se défendre et très souvent, elles se retrouvent comme des victimes à nouveau. Il y a 27 ans, j'étais dans un aéroport et j'ai vu un grand groupe de personnes rassemblées autour d'écrans de télévision qui écoutaient Anita Hale qui racontait son histoire. J'ai vu une belle femme dans une tenue bleue devant une commission judiciaire sénatoriale uniquement constituée d'hommes et elle parlait de son agression sexuelle. Elle a été maltraitée, elle a été accusée d'être une menteuse, elle a été attaquée, agressée, sa crédibilité a été remise en question pendant tout le processus. Aujourd'hui, le docteur Christine Blasey Ford est venue jusqu'à nous pour raconter son histoire, pour raconter son agression sexuelle, la peur qu'elle a eue lorsqu'elle était jeune. Comme je vous l'ai dit, le Dr Ford ne souhaitait à l'origine pas rendre son histoire publique. En 36 heures après être venu, il y a eu une audition organisée sans lui parler ou sans l'inviter à parler. On lui a dit qu'elle devait venir, sinon la commission procéderait à un vote. Il a fallu une manifestation publique de la part pour que la majorité lui accorde quelques jours pour venir se présenter à la commission. Les républicains ont programmé cette audition avec le Dr Ford sans avoir laissé le FBI enquêter sur les allégations. En 1991, les allégations du Dr Ford ont été examinées par le FBI et c'est le processus normal. Ceci étant dit, malgré des demandes répétées, le président Trump et les républicains ont refusé de faire cette étape routinière et de laisser le FBI mener une enquête impartiale.
Ce serait réellement la meilleure manière de s'assurer qu'il y a un processus juste pour le juge Kavanaugh et pour le Dr Ford. En 1991, le Sénat a entendu 21 témoins sur une période de 3 jours. Aujourd'hui, nous rejetons une enquête du FBI. Les républicains ne reçoivent pas de témoignages d'autres témoins, y compris Mark Judge, que le Dr Ford a identifié comme étant dans la pièce lorsque l'agression a eu lieu. Nous pensons que Judge devrait être assigné à comparaître pour que nous puissions entendre sa version des faits. Les républicains ont également refusé d'appeler des témoins qui pourraient parler des preuves qui étayeraient ou réfuteraient les allégations du Dr Ford. Pas un seul témoin qui pourrait corroborer la crédibilité de Ford ou de Kavanaugh. Le plus inexcusable, c'est cette précipitation de jugement. Nous devons nous pencher sur ces allégations pour ce qu'elles sont. Une question de caractère pour une personne qui est candidat à un poste à vie de juge à la Cour suprême. En 1991, les républicains ont mis à mal l'expérience de professeur Hill en disant que cela ne changerait en rien le verdict. Et c'est le professeur Hill qui a dû apporter toutes les preuves. Aujourd'hui, nos collègues républicains disent que c'est un petit accroc. Il y a une petite erreur. Mais nous allons clore le dossier. Pire encore, nombre de nos collègues de l'autre côté de l'hémicycle ont clairement exprimé que peu importe les conclusions de cette audition, le Sénat poursuivra afin de s'assurer que le juge Kavanaugh obtient son poste de juge à la Cour suprême en une semaine. D'ailleurs, mardi, la majorité a organisé le vote pour la candidature avant que nous ayons entendu un mot d'un témoignage concernant les allégations d'agression sexuelle et de comportements déplacés. La candidature devrait être reportée, mais les républicains ont choisi d'organiser le vote sur la candidature, bien que ces derniers jours, deux nouvelles femmes ont accusé le juge Brett Kavanaugh d'agression sexuelle. Dimanche dernier, nous avons entendu parler de Deborah Ramirez, qui a étudié à Yale avec Brett Kavanaugh. Elle non plus ne souhaitait pas être connue, mais elle a été approchée par des reporters et elle a fini par raconter son histoire. Elle était à une fête universitaire où Kavanaugh a montré ses parties génitales. Elle l'a repoussé et elle l'a ensuite vu rire et remettre son pantalon. Hier, Julie Swetnick a dit qu'elle avait également participé à des fêtes avec Brett Kavanaugh et Mark Judge. Elle se souvient avoir vu Brett Kavanaugh avoir un comportement abusif et agressif envers les femmes. Fin de citation. Il a également essayé de retirer les vêtements des femmes, refusant tout refus, toucher les femmes sans leur consentement et cibler certaines filles spécifiques afin de pouvoir profiter d'elles. Fin de citation. Chaque témoignage est troublant. Chacune de ces allégations devrait faire l'objet d'une enquête par le FBI. Ces 3 femmes ont déclaré souhaiter voir le FBI faire une enquête. Ces 3 femmes ont déclaré avoir d'autres témoins, d'autres preuves pour conforter leurs accusations. Et pourtant, les républicains continuent d'avancer aveuglément. Ainsi, aujourd'hui, nous avançons. Nous avons une audition pour évaluer la crédibilité de Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh a fait plusieurs déclarations en disant se concentrer sur l'école, le basket, les projets humanitaires, l'Église lorsqu'il était jeune. Il a déclaré n'avoir jamais bu
bu trop et il déclare avoir toujours traité les femmes avec dignité et respect. Fin de citation. Il a fait ces déclarations, mais parallèlement, plus de personnes ont remis en question sa version des faits et son comportement. Par exemple, son colocataire a dit que Kavanaugh était, et je cite, très souvent en état d'ébriété et incohérent. Fin de citation. C'est à ce moment-là qu'il devenait agressif et bagarreur lorsqu'il était en état d'ébriété. Un autre ami de Yale a déclaré, et je cite une fois de plus, « Je ne pourrais pas dire qu'il a perdu conscience en buvant, toutefois, il est difficile de dire qu'il pourrait avoir perdu la mémoire. » Un autre camarade de classe a déclaré que le portrait de Kavanaugh, le portrait que Kavanaugh essaie de faire de lui-même ne correspond pas à la réalité. Il essaie de se faire passer pour un enfant de chœur, mais on ne peut pas mentir jusqu'à arriver à la Cour suprême. Il est allé trop loin. Il en va de l'intégrité de l'institution. Mesdames et messieurs, chers membres de la Commission, nous sommes ici pour prendre une décision. Nous souhaitons savoir si cette personne peut occuper un poste à la Cour suprême. Il en va de l'intégrité de cette institution et l'intégrité du Sénat également. Le pays dans son ensemble nous regarde et voit comment nous allons traiter ces allégations. J'espère que la majorité va changer de tactique ou être un peu plus ouvert d'esprit et chercher réellement à savoir pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour une raison et une raison seulement, déterminer si le juge Kavanaugh peut occuper l'un des postes les plus puissants de notre pays. Ce n'est pas un procès pour Dr. Ford, c'est un entretien d'embauche pour Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh qui est candidat pour un poste à la Cour suprême. Est-il la meilleure personne? C'est la question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes ici pour une raison et une raison unique. Écoutez le Dr. Ford. Il y a d'autres allégations qui feront l'objet d'une autre audition un petit peu plus tard. Si vous voulez bien vous lever afin que vous puissiez prêter serment. Jurez-vous que le témoignage que vous allez donner devant cette commission sera la vérité, rien que la vérité, toute la vérité? Jurez-vous le devant Dieu? Je le jure. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Avant de donner votre témoignage, je tiens à dire une chose. Vous pouvez faire une pause quand vous souhaitez. Si vous avez besoin de quelque chose que vous n'avez pas, vous pouvez nous le demander. Vous pouvez prendre autant de temps que vous voulez pour votre allocution liminaire. Dites-nous si vous avez un problème, en tout cas. Vous pouvez y aller, vous avez la parole. Je vous en prie. Merci beaucoup. Après avoir lu mon introduction, j'imagine que j'aurai besoin d'un petit peu de caféine, si c'est possible. C'est parfait. Vous pouvez vous rapprocher votre micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut rapprocher la boîte? Je vais me rapprocher du micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Merci, Président Grassley. Merci, membre Feinstein, membre du comité. Je m'appelle Christine Blasey-Ford. Je suis professeur de psychologie à l'université et je suis chercheur en psychologie à l'université Stanford, Madison. Je ne vais pas refaire mon CV, cela a déjà été fait. Je suis mariée à Russell Ford depuis 2002 et nous avons 2 enfants. Je ne suis pas ici parce que je veux être là.
Je suis terrifiée. Je suis ici car je pense que c'est mon devoir de citoyenne de vous raconter ce qui m'est arrivé lorsque Brett Kavanaugh et moi-même étions au lycée. J'ai décrit en public les événements par le passé. Je les ai résumés dans la lettre que j'ai envoyée au président Grassley, entre autres. Je comprends bien l'importance de cette audition. Vous cherchez à savoir ce qui m'est arrivé et l'impact que cela a eu sur ma vie et sur ma famille. J'ai grandi dans la banlieue de Washington, D.C. J'ai été à l'école entre 1978 et 1994, dans une école pour femmes qui a ouvert en 1901. Lorsque j'étais à l'école, les filles de l'école pour filles rencontraient les garçons de l'école pour garçons à côté. Nous nous rencontrions dans le cadre d'événements familiaux. C'est comme cela que j'ai rencontré Brett Kavanaugh, l'homme qui m'a agressé sexuellement. Pendant mes premières années au lycée, lorsque j'avais 14 et 15 ans, mon groupe d'amis a rencontré le groupe d'amis de Brett Kavanaugh pendant quelque temps. J'ai été ami d'un camarade de Brett pendant mes premières années au lycée et c'est pour cette raison que j'ai participé à des fêtes où Brett était également là. Nous ne nous connaissions pas bien, toutefois je savais qui il était et il savait qui j'étais. L'été 1982, comme tous les étés, j'ai passé la plus grande partie de la journée à nager, à plonger dans la piscine. Un soir, cet été, après avoir profité d'une bonne journée dans le club, je suis allé à une petite fête dans une maison. Il y avait 4 garçons dont je me souviens très bien. Je me souviens très bien qu'ils étaient présents. Brett Kavanaugh, Mark Judge, PJ, un autre garçon, et un autre garçon dont je ne me souviens plus le nom. Je me souviens également de mon amie Leland qui était présente. Je ne me souviens pas de tous les détails, je ne sais plus comment cette fête a été organisée, mais comme la plupart des fêtes, c'était sûrement fait un petit peu au dernier moment. J'aimerais avoir plus d'informations, plus de détails, j'aimerais réellement pouvoir vous aider. J'aimerais avoir plus d'informations sur pourquoi je suis allé à cette fête, etc. Je n'ai pas toutes les réponses à toutes les questions. Je n'ai pas tous les détails en tête. Toutefois, je me souviens de plusieurs choses, des détails que je n'oublierai jamais, des détails qui ont marqué ma mémoire et qui ont fragilisé mon esprit jusqu'à ma vie d'adulte. Je suis allé à cette petite fête. Il y avait des personnes qui buvaient de la bière dans un petit salon au premier étage de la maison. J'ai bu une bière. Brett et Mark avaient l'air en état d'ébriété. Tôt dans la soirée, j'ai monté des marches qui allaient du salon au 2e étage afin d'utiliser les toilettes. Lorsque je suis arrivé au 2e étage, on m'a poussé par derrière dans une chambre en face de la salle de bain. Je n'ai pas vu qui m'avait poussé à ce moment-là. Brett et Mark sont rentrés dans la chambre et ont fermé la porte derrière eux. Il y avait de la musique dans la chambre. La musique, Mark ou Brett ont augmenté le volume. On m'a poussé sur le lit et Brett est monté sur moi. Il a commencé à me toucher et à se frotter sur moi. J'ai crié en espérant que quelqu'un en bas m'entendrait. Et j'ai essayé de lui échapper, mais il était trop lourd. Brett m'a tripoté et a essayé de me retirer mes vêtements. Il a eu du mal car il était très saoul et parce que je portais un maillot de bain, une pièce sous mes vêtements. J'ai cru qu'il allait me violer. J'ai essayé de crier à l'aide. Brett a fini par mettre sa main sur ma bouche pour m'empêcher de crier. C'est ce qui m'a le plus terrifié. C'est ce qui a eu l'impact le plus profond sur ma vie. Il était très difficile pour moi de respirer et j'ai cru que Brett allait me tuer sans faire exprès. Brett et Mark riaient pendant cette agression. Ils avaient l'air de bien s'amuser.
Mark avait l'air d'encourager Brett et parfois il lui disait d'arrêter. À plusieurs reprises, j'ai vu Mark dans les yeux et j'ai cru qu'il allait m'aider, mais il ne m'a pas aidé. Pendant cette agression, Mark est venu sur le lit 2 fois pendant que Brett était sur moi. Et la dernière fois où il a sauté sur le lit, nous nous sommes tombés et Brett n'était plus sur moi. J'ai pu me lever et sortir de la chambre. Devant la chambre, il y avait une salle de bain. J'ai couru dans la salle de bain et j'ai verrouillé la porte. J'ai attendu jusqu'à ce que j'ai entendu Brett et Mark quitter la chambre en riant et redescendre les marches, en se cognant un petit peu contre les murs en descendant. J'ai attendu et lorsque je ne les ai pas entendus remonter, j'ai quitté la salle de bain, je suis descendu par les mêmes marches, je suis passé par le salon et j'ai quitté la maison. Je me souviens d'être dans la rue et de sentir ce soulagement profond, ce soulagement d'avoir échappé à cette maison et le soulagement de ne pas voir Brett et Mark me suivre. L'agression de Brett a transformé ma vie pendant très très longtemps. Pendant très longtemps, j'avais trop peur, j'avais trop honte pour raconter ces détails. Je ne souhaitais pas raconter à mes parents qu'à 15 ans, j'étais dans une maison sans adultes, en train de boire de la bière avec des garçons. Je me suis convaincu que, comme Brett ne m'avait pas violée, je pouvais poursuivre ma vie comme si rien ne s'était passé. J'ai raconté à très peu d'amis cette expérience traumatisante. Je l'ai dit à mon mari, avant que nous nous marions, que j'avais vécu une agression sexuelle. Je n'ai pas raconté les détails à quiconque, les détails spécifiques, jusqu'à mai 2012, pendant une session de thérapie conjugale. Mon mari et moi avons transformé notre foyer et j'ai insisté pour avoir une deuxième porte d'entrée. Il ne comprenait pas pourquoi je voulais une deuxième porte d'entrée. J'ai fini par expliquer, et en expliquant pourquoi je voulais une deuxième porte d'entrée, j'ai expliqué cette agression sexuelle. Je me suis souvenu que les hommes, je lui racontais que les personnes qui m'avaient agressé pouvaient un jour devenir Cour suprême. Mon mari se souvient de m'entendre parler de Brett Kavanaugh. Après ces thérapies conjugales, j'ai essayé de me souvenir des détails de l'agression. Plutôt, j'ai essayé de les oublier, car cela entraînait une terreur profonde chez moi. Parfois, je parlais de l'agression dans une session de thérapie individuelle, mais à chaque fois que je parlais de cette agression, je revivais ce traumatisme. Et donc, j'ai essayé de ne pas trop y penser ou de ne pas trop en parler. Mais avec le temps, par moments, j'ai pensé à cette agression. J'en ai parlé à des amis proches. J'ai dit à des amis que j'avais vécu une agression sexuelle. Parfois, j'ai dit que mon agresseur était un juge fédéral, mais je n'ai jamais utilisé son nom. Je ne me souviens plus de chaque personne à qui j'ai parlé de l'agression de Brett. Certains amis m'ont rappelé de ces conversations depuis la publication de l'histoire du Washington Post il y a quelque temps. Mais jusqu'à juillet 2018, je n'avais jamais nommé Brett Kavanaugh comme mon agresseur en dehors de nos sessions de thérapie. En juillet 2018, cela a changé. J'ai vu un rapport de la presse qui disait que Brett Kavanaugh était sélectionné pour devenir candidat à la Cour suprême. J'ai considéré qu'il était de mon devoir de faire savoir quel avait été le comportement de Brett Kavanaugh afin que les personnes responsables de la candidature en aient connaissance. Le 6 juillet, j'ai fait passer cette information au Sénat et au président aussi vite que possible avant qu'un candidat ne soit nommé. Je ne savais pas exactement comment le faire. J'ai appelé mon représentant au Congrès et j'ai dit à sa standardiste qu'une personne dans la liste des candidats m'avait agressé sexuellement. J'ai également envoyé un message
au Washington Post. Je n'ai pas utilisé mon nom, toutefois, j'ai donné le nom de Brett Kavanaugh et de Mark Judge. J'ai dit que Brett Kavanaugh m'avait agressé dans le Maryland. Cela a été très très difficile pour moi de faire cela. Toutefois, il était impossible pour moi de ne pas réagir. 2 jours après, j'ai parlé à des amis et j'ai dit que Brett Kavanaugh m'avait agressé sexuellement et que je ne savais pas si je devais m'exprimer ou non. Le 9 juillet, j'ai reçu un coup de téléphone du bureau de la membre du Congrès qui me représente après la nomination de Brett Kavanaugh. Le 18 juillet et le 20 juillet, j'ai pu décrire cette agression et j'ai fait part de mes préoccupations quant à mon anonymat. Nous avons décidé d'envoyer une lettre à M. Feinstein, mon sénateur, pour décrire ce qui s'était passé. Une copie de ma lettre a été envoyée au bureau de M. Feinstein. Cette lettre comportait mon nom, tout en demandant à ce que mon nom soit gardé sous silence. J'espérais qu'en gardant l'anonymat, le Sénat aurait quand même les informations nécessaires et le Sénat saurait que Brett Kavanaugh n'avait pas eu un bon comportement et je ne souhaitais surtout pas rendre ma famille ou moi-même vulnérable face à vulnérables à certaines menaces, les menaces que nous avons vécues. La sénatrice a dit qu'elle n'allait pas partager ma lettre sans mon consentement explicite. J'ai apprécié cet engagement. Les victimes d'agressions sexuelles doivent pouvoir décider d'elles-mêmes si et quand leur expérience privée peut devenir publique. La date de l'audition a approché et j'ai eu un choix difficile à faire. Est-ce que je partage ces faits avec le Sénat et je mets moi-même et ma famille dans la lumière publique, ou est-ce que je laisse le Sénat prendre une décision sans savoir quelle est la vérité sur les agissements de Brett Kavanaugh dans sa jeunesse? C'était une agonie permanente entre août et septembre 2018. Le sens de devoir qui m'avait motivé au début, le sentiment de devoir était toujours présent avec moi. Toutefois, j'ai commencé à avoir peur des conséquences. En août 2018, la presse m'a fait savoir que la candidature de Brett Kavanaugh allait certainement être validée. Il était considéré comme un représentant des droits des femmes. Et je me suis dit que ma voix seule allait être inondée par la voix puissante de tous ses partisans. Je me suis dit que je n'allais pas réagir, que j'allais garder le silence et que le Sénat allait décider de la candidature de Brett Kavanaugh sans avoir connaissance de ses agissements. La lettre que j'ai envoyée au sénateur Feinstein a été rendue publique et j'ai été soumise à de plus en plus de pression. Il y a des journalistes qui sont venus chez moi et sur mon lieu de travail en demandant des informations concernant cette lettre, en présence d'ailleurs de mes élèves. Ils ont appelé mon employeur, mes collègues et m'ont laissé de nombreux messages en disant que mon nom serait finalement diffusé dans la presse. J'ai décidé de parler en public à un journaliste qui avait répondu à la lettre que j'avais envoyée au Washington Post et qui avait gagné ma confiance. Il était très important pour moi de décrire les détails de l'agression avec mes propres mots. Depuis le 16 septembre, la date de l'histoire du Washington Post, j'ai reçu énormément de soutien des 4 coins du pays. Des milliers et des milliers de personnes dont la vie a été bouleversée à cause de la violence sexuelle. Ces personnes m'ont remercié
de m'être exprimés et ont souhaité partager leur histoire. Nous avons reçu beaucoup de soutien de nos amis et de notre communauté. Parallèlement, mes plus grandes craintes se sont réalisées et la réalité a été bien pire que ce à quoi je m'attendais. Ma famille et moi-même avons été ciblés en permanence d'agressions, de menaces de mort. On m'a énormément insulté, on m'a traité de tous les noms. Ces messages sont minoritaires par rapport à tout le soutien que j'ai reçu. Ils m'ont toutefois bouleversé. Certaines personnes ont publié mes informations personnelles et celles de mes parents sur Internet. Cela a entraîné d'autres emails, coups de téléphone et menaces. Ma famille et moi-même avons dû déménager. Depuis le 16 septembre, ma famille et moi vivons dans des endroits un petit peu séparés et nous avons une protection rapprochée. Jeudi soir, mon compte mail a été piraté et certaines personnes ont essayé de manipuler mes mails. Mis à part l'agression sexuelle, ces derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie. J'ai dû revivre cette agression devant le monde entier et j'ai vu ma vie être scrutée par des personnes sur Twitter, à la télévision, sur d'autres réseaux sociaux, dans des journaux, etc. J'ai été scruté par des personnes qui ne m'ont jamais parlé, qui ne me connaissent pas. On m'a accusé d'agir pour des raisons politiques et partisanes. Ces personnes qui m'accusent de ce genre de choses ne me connaissent pas. Je suis une personne indépendante et je ne suis pas la marionnette de qui que ce soit. Mais j'ai souhaité aider, j'ai souhaité avancer les faits, j'ai souhaité décrire comment les actions de Brett Kavanaugh avaient bouleversé ma vie afin que vous puissiez prendre ces informations en compte lorsque vous décidez si vous souhaitez valider sa candidature ou non. Ce n'est pas ma responsabilité de déterminer si monsieur Brett Kavanaugh peut siéger à la Cour suprême. Ma responsabilité est de vous raconter la vérité. Je comprends bien qu'un procureur a été engagé pour me poser des questions et je ferai de mon mieux pour y répondre. Je n'ai jamais été interrogé par un procureur et je ferai de mon mieux. Parallèlement, les membres de la commission jugeront ma crédibilité et j'espère donc être en mesure de communiquer avec chacun d'entre vous en direct. Je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos questions. Et maintenant, si je peux avoir un café, un peu de caféine. Merci. Merci beaucoup. Avant de poser mes questions pendant 5 minutes, j'ai souhaité rappeler à mes collègues que dans le cas en présence, il y a 5 minutes. Donc, en général, si vous posez une question avant la fin de vos 5 minutes, et même si vous dépassez les 5 minutes, tant que vous ne faites pas de filibustering, tant que vous ne monopolisez pas la parole, j'accepterai votre question et je m'assurerai que le Dr Ford et le juge Kavanaugh, en tant que président de la commission, je m'assurerai qu'ils ont l'occasion de répondre pleinement aux réponses. Une fois terminées les réponses, nous passons aux questions d'un autre membre. J'espère que nous allons pouvoir avancer ainsi. Dr Ford, vous souhaitez faire une pause. Si vous le souhaitez, nous pouvons. Non, tout va bien. J'ai un café, je peux continuer avec mon café. Oui, on ne peut pas vous interdire. Vous reniez votre droit au café. Alors sur ce, Madame Mitchell, vous avez 5 minutes pour poser des questions. Bonjour, Dr Ford. Nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Je suis Rachel Mitchell. Je souhaitais tout simplement vous dire que la première chose qui m'a frappé dans votre déclaration ce matin, c'est que vous êtes terrifié. Et je souhaite tout simplement vous dire que je suis désolé. Ce n'est pas normal.
Je sais que c'est une expérience stressante et donc je souhaite vous donner quelques indications, quelques conseils qui pourront vous aider éventuellement. Si je vous pose une question que vous ne comprenez pas, vous pouvez me demander de clarifier ou vous pouvez me demander de reformuler. Lorsque je pose une question, je peux reprendre certaines informations que vous avez données. Je peux éventuellement me tromper. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Je ne vais pas vous demander de deviner. Je sais que l'agression a eu lieu il y a longtemps. Si vous estimez quelque chose, faites-le moi savoir. Devant vous, vous retrouverez 5 informations. J'aimerais revenir dessus. Premièrement, il y a une capture d'écran d'une conversation par texto entre vous et quelqu'un du Washington Post. Les 2 premiers textos ont été envoyés par vous et le dernier le 10 juillet. Est-ce que ces 3 commentaires, ces 3 déclarations exactes? Je vais les lire. Il y a une correction à apporter. Le mot, j'ai fait une faute de grammaire sur le mot bystander. Bystander, donc un bystander, donc un témoin, c'est quelqu'un qui assiste à une agression. Donc je ne pense pas que je dirais que c'est une personne qui a été témoin de l'agression. C'était une personne grande. Donc il y a une personne qui a été témoin de l'agression, mais il n'est pas réellement témoin car il n'était pas dans la chambre. Donc on ne peut pas réellement dire que c'était un témoin. Donc j'aimerais retirer ce mot si c'est possible. Merci pour cette clarification. Deuxièmement, une lettre que vous avez envoyée au sénateur, à la sénatrice Feinstein. Avez-vous écrit la lettre vous-même? Tout à fait. L'avez-vous écrite le 30 juillet? Elle est datée du 30 juillet. Je crois, oui. Oui, j'étais dans le Delaware à l'époque, mais je peux vérifier mon calendrier pour confirmer. Est-ce qu'elle a été écrite ce jour-là? Oui, je crois que j'ai voyagé le 26 juillet vers le Delaware, donc ce serait normal puisque je l'ai écrit depuis le Delaware. Est-ce que cette lettre est correcte? Je vais prendre une minute pour la lire, mais je lis rapidement, vous en faites pas. Très bien, alors il y a 3 paragraphes que j'aimerais modifier. Dans le 2e paragraphe, où on dit que l'agression a eu lieu dans une maison dans le Maryland, dans la banlieue, pour une fête, au cours d'une fête avec moi et 4 autres personnes, je ne peux pas garantir qu'il y avait uniquement 4 personnes. Je ne me souviens simplement de quelle personne. Peut-on dire qu'il y avait au moins 4 personnes? 4 autres personnes, oui, oui. La 2e correction, dans la phrase suivante, on dit que Kavanaugh m'a poussé dans la chambre. Je ne peux pas garantir que c'était Kavanaugh. Peut-être que Mark Judge l'a aidé. Je ne me souviens pas exactement et c'était de dos. Donc je ne peux pas simplement dire que c'était Brett Kavanaugh. Je ne sais pas si je peux vous interrompre. Toutefois, je souhaite que l'on respecte le délai de 5 minutes. Est-ce que vous allez pouvoir le faire?
Il faut que tout le monde soit traité de la même façon. Est-ce que nous pouvons passer à la sénatrice Feinstein? Tout à fait, oui, pardon, je n'avais pas vu la lumière s'allumer. Je prends la main. For the benefit of Dr. Ford, I think she'll continue that after the 5 minutes here. Le docteur Ford va continuer après les 5 minutes que nous allons prendre. Monsieur le président de la session, je vais prendre la parole. J'ai reçu 140 lettres de témoins et de voisins qui connaissent la victime et qui viennent de tout le pays. 140 lettres qui viennent de l'intégralité du pays. Je veux vous remercier pour votre témoignage. Je sais à quel point ce doit être difficile de faire cela, de nous livrer cela. Pourquoi avoir retenu cela pendant toutes ces années? Quand vous réfléchissez à votre passé, quelle est la raison qui fait que vous ayez fini par nous livrer cela? Je ne l'ai pas gardé pour moi pendant toutes ces années. Je l'ai livré parfois dans des sessions de thérapie. J'en ai parlé à des personnes dans mon intimité. Pouvez-vous nous parler de l'impact que ces événements ont eu sur votre vie et sur vous? Les séquelles liées à une agression de type sexuel varient selon les victimes. En ce qui me concerne, j'ai souffert de stress post-traumatique. Plus spécifiquement, j'ai des attaques de panique, je souffre de claustrophobie. C'est pour cela que vous avez voulu faire installer une deuxième porte devant votre maison? Oui, exactement. Ça n'est pas très beau à voir, mais c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire installer cette porte supplémentaire devant notre maison. Oui, on habite près de chez Google, donc on a effectivement des étudiants qui vivent chez nous également. Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres manières dont cela a affecté votre vie personnelle? Le premier impact a été dans les 4 premières années, juste après l'événement. J'ai eu beaucoup de mal académiquement dans mes études. J'ai eu beaucoup de mal à l'université, notamment quand j'avais 17 ans et que je suis allé à l'université, j'ai eu beaucoup de mal. J'avais beaucoup de mal à me faire des amis, notamment avec des garçons. J'avais des vrais soucis académiques, de vrais soucis scolaires dans mes études. When we spoke and it became very clear how deeply you felt about this and the need that you wanted to remain confidential. Au début, vous vouliez rester, vous vouliez garder ça pour vous. Mais finalement, vous avez voulu livrer cela aux paniques. Expliquez-nous au public, expliquez-nous cela. Mon intention originelle était d'en parler à tout le monde quand il y avait tous ces candidats déclarés. Je voulais juste, partager cela avec tout le monde. Je voulais rapidement faire circuler cette information, mais je ne savais pas comment m'y prendre, je ne savais pas comment le faire. Une fois qu'il a été sélectionné, et qu'il paraissait en bonne voie pour accéder à la Cour suprême. Je me disais jour après jour du risque qu'il y avait pour moi de livrer cette information de manière publique. Et si c'était trop dangereux pour moi de le faire, si ça porterait trop de préjudice à ma famille, à ma vie. Comment avez-vous décidé finalement de livrer tout cela? Au final, il y avait des journalistes devant ma maison qui étaient postés là de manière permanente. Ils essayaient désespérément de parler avec moi. Une journaliste est rentrée dans la classe dans laquelle je me trouvais et elle est venue me poser une question. Je pensais que c'était une étudiante et en fait, c'était une journaliste. À ce stade, j'en avais complètement marre. Les gens appelaient mes collègues à Stanford, à l'université, ils leur laissaient des messages sur leur boîte vocale, les gens connaissaient mon adresse, il y avait des gens postés devant ma maison. C'était trop, il y avait trop de pression, donc je me suis dit, il est temps, je dois parler.
Je suis désolé, excusez-moi. Je veux vous poser une question sur l'attaque en elle-même, sur l'agression. Vous êtes très clair dans votre description. Ils vous ont poussé dans la pièce et vous ne savez pas exactement qui vous a poussé dans la chambre, mais c'était effectivement Brett Kavanaugh qui vous empêchait de parler, qui vous empêchait de crier. Et puis vous avez réussi à vous échapper. Comment est-ce que vous êtes certaine que c'était bien lui, Brett Kavanaugh, qui était sur vous? Bien de même que je suis certaine que c'est à vous que je m'adresse en ce moment même, j'ai quand même une mémoire qui fonctionne correctement, donc j'ai un souvenir clair. Il y a des mémoires qui restent gravées dans le cortex et tellement gravées. Il y a des détails qui s'échappent, mais en tous les cas, sur ces faits, je suis certaine, c'est gravé dans ma mémoire. Vous m'assurez donc que vous ne pouvez pas vous être trompé de personne, c'était bien lui. Oui, absolument. Merci. Le sénateur Hatch à présent, s'il vous plaît. Thank you, Mr. Chairman. When we were stopped, you were going to tell us a third correction that you wanted to make on that statement, or I'm sorry, the letter to Senator Feinstein. Vous alliez apporter une correction à la lettre que vous avez envoyée. Non, non, ça n'est pas une correction, c'est un commentaire que je souhaiterais soumettre sur cette lettre que j'ai envoyée. Ça dit que j'ai vu Mark Judge dans un supermarché après l'attaque. S'il y a quelqu'un qui a une information concernant la période durant laquelle Mark Judge a travaillé dans ce supermarché où je l'ai croisé, ça pourrait éventuellement aider. Donc, je fais appel à des personnes qui pourraient détenir cette information. Donc, ça n'est pas une correction. Non. Vous dites également, vous avez également écrit à la main une déclaration qui a été soumise au test du polygraphe. Je vois des corrections sur votre déclaration manuscrite. Je fais donc référence à l'article du Washington Post qui a été publié le 16 septembre de cette année. Vous voulez que je ne regarde pas ma déclaration manuscrite? On y reviendra peut-être, mais pas pour l'instant. Dans l'article du Washington Post, vous avez bien accordé un entretien à un journaliste du Washington Post pour cet article. Oui. La déclaration que vous nous avez fournie ce matin, elle est faite de manière aussi précise que possible. Non, non, la déclaration que vous avez faite ce matin, elle est correcte. Oui. J'aimerais vous parler du jour de ces événements, des heures qui ont précédé l'agression, l'événement. Dans votre déclaration de ce matin, est-ce que vous nous avez effectivement dit tout ce qui a précédé l'événement? Permettez-moi de vous poser quelques questions afin de m'assurer que vous avez bien pensé à tout. Vous indiquez que vous étiez dans un country club, que vous étiez allé nager ce jour-là. Oui, c'est effectivement ce dont je me souviens. Vous y alliez de manière quotidienne? Oui, oui. Avant d'aller là-bas, donc je parle de la fête. Est-ce que vous aviez bu avant d'aller à la fête? Non, pas du tout. Est-ce que vous preniez des médicaments? Non, aucun. Est-ce que vous avez en mémoire les autres personnes qui devaient venir à cette fête? Je me souviens qu'on s'attendait à ce que Mark Judge et Leland fassent présent, soit parmi les invités. Est-ce que vous vous rappelez que Brett Kavanaugh devait être à la fête? Non, je m'en souviens pas. Je ne me souviens pas que je m'attendais à ce qu'il soit là. Maintenant, parlons de la fête en elle-même, à partir du moment où vous y êtes arrivé, jusqu'au moment où vous avez gravi les marches de cet escalier. Quelle était l'ambiance dans cette soirée? Monsieur Kavanaugh et Monsieur
Leland étaient très saouls. Ils avaient beaucoup bu. Ça n'était pas forcément le cas d'autres personnes dans cette fête. Permettez-moi de vous poser une autre question. Quand vous dites qu'ils avaient beaucoup bu, ils avaient beaucoup bu avant d'aller à la fête ou pendant la fête? Avant d'arriver à la fête. Je ne me souviens pas si c'est moi qui suis arrivé en première à la fête ou eux. Donc je me souviens qu'ils étaient... Je me souviens qu'il y avait très peu de meubles dans le salon. Ce n'était pas vraiment une fête à proprement parler. C'était juste un rassemblement. Je pensais que ça allait devenir une fête un peu plus tard à laquelle ces garçons allaient participer, parce qu'en général, les fêtes se produisaient beaucoup plus tard. Donc c'était comme un rassemblement juste avant une fête. Non, il n'y avait pas énormément de bruit. À part la musique qu'il y avait dans la chambre, est-ce qu'il y avait d'autres sources de musique, la télévision allumée qui alimentait l'ambiance sonore? Il n'y avait pas de source de musique à l'étage, dans le salon. Dr. Ford, merci d'être ici. Monsieur le Président, nous devons, comme à chaque fois qu'il y a de nouvelles informations concernant un nominé à la Cour suprême, nous devons connaître la vérité, toute la vérité. Nous avons toujours demandé au FBI de mener une enquête et que le FBI nous livre ses conclusions ensuite. Il y a de très sérieuses accusations qui ont été formulées par d'autres personnes. Nous devons avoir une enquête non partisane, très sérieuse et professionnelle. Nous devons prendre le temps d'écouter ces témoins. Monsieur le Président de la Commission, il y a 27 ans, lorsque le cas de Anita Hill s'est présenté, nous avons échoué dans notre tâche. Nous faisons beaucoup moins pour ces trois femmes aujourd'hui qui souhaitent nous livrer leur parole. Quoi qu'il se passe, Dr. Ford, avec cette audition et avec cette nomination, je sais, et je l'entends de beaucoup de personnes dans mon État du Vermont, il y a beaucoup de victimes qui sont inspirées par votre courage. La bravoure est contagieuse. C'est une force qui pousse en avant, vers l'avant, le MeToo, le mouvement MeToo. Votre témoignage va avoir un impact positif sur beaucoup de survivants, de survivants et de victimes d'agressions sexuelles. Merci donc pour cela, Dr. Ford. Certaines personnes suggèrent que vous ne vous souvenez plus très bien. Un allié de Brett Kavanaugh a même émis l'hypothèse selon laquelle ça aurait pu être quelqu'un qui ressemble à un sosie de Brett Kavanaugh. Cet allié de Brett Kavanaugh a d'ailleurs envoyé une lettre en formulant cette hypothèse. Comment est-ce que vous connaissiez Brett Kavanaugh et son ami Mark Judge? Est-ce que ce serait possible que vous les ayez confondus avec quelqu'un d'autre? Non, ça n'est pas possible. La personne qui a été blâmée pour cela, qui en a porté la responsabilité, est la personne qui m'a introduit ces deux personnes. C'est cette personne qui m'a présenté Brett et Mark. Mais vous ne confondriez pas Brett Kavanaugh avec quelqu'un d'autre ou Mark Judge. Absolument, monsieur. Alors revenons à l'incident. Quelle est la mémoire, le souvenir le plus fort que vous ayez en vous et que vous ne pouvez pas oublier? Ramenez-vous à cette nuit. Inoubliable dans l'hippocampe, c'est le rire de ces deux hommes, leur sourire et leur manière de s'amuser à mes dépens. Vous n'avez jamais oublié ces rires. Vous n'avez jamais oublié lorsqu'ils ont ri de vous.
Ils riaient ensemble. And you were the object of the laughter. Et vous étiez l'objet de ces rires. J'étais sous l'un d'entre eux, alors qu'ensemble ils riaient. Deux amis qui s'amusaient ensemble. Let me enter into the record Permettez-moi de faire inscrire a statement by the National Task Force to End Domestic Violence. cela au titre des agressions de violences domestiques. Et une autre lettre Pas d'objection. Dr. Ford, par moments, vous avez été critiqué pour des choses dont vous ne vous souvenez pas, qui se sont déroulées il y a 36 ans, alors que nous avons bien des experts au sein du corps militaire, scientifiques, qui expliquent que des passages d'oubli sont totalement consistants avec des événements traumatisants. Je veux que cela soit inscrit également dans les notes de cette commission. Dr. Ford, vous vous souvenez de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Absolument. Merci. Maintenant, nous allons poursuivre. Et si j'ai bien compris, vous souhaitez faire une pause. Si ça vous convient, est-ce que ça vous convient? Nous sommes ici pour que vous soyez à l'aise, donc pas de problème. J'aime bien les décisions collégiales d'habitude. Alors, sénatrice Graham. Madame Mitchell a la parole. Vous avez dit, la sénatrice Weinstein, que vous et 4 autres personnes étaient présentes. Vous avez corrigé en disant qu'il y avait au moins 4 autres personnes. Lorsque le Washington Post vous a interrogé, vous avez dit qu'il y avait 4 garçons présents à la fête. Et dans votre déclaration soumise au polygraphe, vous avez dit qu'il y avait 4 garçons et 2 filles. Lorsque vous dites 2 filles, est-ce que vous dites vous et une autre fille ou est-ce vous plus 2 filles? C'était moi et une autre fille. Et cette autre fille s'appelait comment? Leland. Leland Kaiser? Tout à fait, oui. Alors, peut-on dire qu'il y avait au moins PJ, Brett Kavanaugh, Mark Judge, Leland, Ingrine à l'époque, et vous-même, et peut-être d'autres personnes? Oui, et un autre garçon, car il y avait 4 garçons, je ne me souviens pas de son nom. Avez-vous été contacté par quiconque disant « J'étais à la fête également » ? Non, non, non. Personne de la fête ne m'a parlé depuis. Vous avez décrit la situation en détail jusqu'à ce que vous montiez les marches. Oui, allez-y. J'ai dit quelque chose de pas précis. J'ai dit que je n'avais pas parlé avec quiconque de la fête depuis, mais si, en fait, j'ai parlé avec Leland depuis. Merci pour cette correction, c'est apprécié. Vous avez parlé des détails de ce qui s'était passé quand vous avez monté les marches. Vous n'avez pas besoin de ressasser cette situation. Avez-vous raconté tout ce dont vous vous souvenez? Je crois, mais s'il y a d'autres questions, je peux essayer d'y répondre. Vous avez dit que la musique ne venait que de cette chambre, est-ce correct? Tout à fait. La musique a été... le volume a été augmenté une fois que vous vous êtes retrouvés dans cette chambre, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous vous souvenez que le son a été baissé? Non, non, je ne me souviens pas s'il a été baissé une fois que j'ai quitté la maison. Probablement qu'elle a été baissée car j'ai bien pu entendre les 2 personnes descendre les marches depuis la salle de bain. Et la porte de la salle de bain était fermée. Oui, mais j'ai bien entendu quand même. Dans la lettre que vous avez envoyée, vous avez déclaré que les 2 personnes ont descendu les marches et ont discuté avec des personnes dans la maison. Avez-vous entendu ce qu'ils ont dit? Non, je n'ai pas entendu. Toutefois, je savais qu'ils étaient en bas et que j'allais devoir passer devant eux pour sortir de la maison.
Alors, pour qu'on soit bien d'accord, vous n'avez pas pu entendre la conversation ou vous n'avez pas pu comprendre la conversation? Je ne pouvais pas entendre la conversation, j'étais à l'étage. Alors, comment savez-vous qu'il y a eu une conversation? J'imagine, étant donné que c'était un rassemblement, que les gens ont discuté, mais je ne sais pas. Et ils parlaient en descendant, ils parlaient et ils riaient en descendant les marches. Dans votre lettre, vous avez dit qu'ils ont descendu les escaliers en se cognant contre les murs et ils parlaient, donc il y a d'autres personnes qui parlaient avec eux. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, j'ai dû passer devant tout le monde pour quitter la maison, donc je les ai vus parler avec les autres. Phrase suivante, petite clarification, vous avez dit que d'autres personnes discutaient avec eux dans la maison. Vous poursuivez dans votre lettre en disant « Je suis sorti de la salle de bain, je suis sorti de la maison et je suis rentré chez moi ». C'est correct. Vous avez dit ne pas vous souvenir comment vous êtes rentré chez vous. Tout à fait, je ne m'en souviens plus. Mais je n'ai pas conduit pour rentrer chez moi. Quelqu'un va vous donner une carte de l'endroit. Vous allez peut-être pouvoir nous montrer où vous viviez à l'époque. Où je vivais à l'époque? Monsieur le Président, avons-nous une copie de ces documents? Si vous souhaitez une copie, vous pouvez demander. Oui, tout à fait, afin que nous puissions suivre. Nous ne pouvons pas, non, nous pouvons vous donner une copie. Soyez clair en tout cas. Oui, j'aimerais bien voir ce qu'elle est en train de regarder, si possible. Vous avez encore 30 secondes de plus parce que je vous ai interrompu. Monsieur le Président, sénateur Harris, sénatrice Harris, nous avons une copie, une grande copie. Je vais mettre un petit signe à côté de la maison et je pourrais mettre un point d'interrogation si je ne suis pas sûr. Vous pouvez tout simplement confirmer si cette carte montre clairement là où vous vivez à l'époque. Alors, je ne vois pas le nom des rues, mais je peux vous donner l'adresse ou... C'était River Falls? Comment ça s'appelle, le centre de recherche navale près de Parkway? Est-ce que c'était une maison, un appartement? C'était la maison de mes parents. Durban. Une lettre de soutien envoyée d'une camarade de classe. 1400 femmes, 1500 personnes qui demandent une enquête du FBI. J'aimerais enregistrer cette pièce au rapport. C'est une lettre de soutien. Votre courage est apprécié. Votre courage a donné la force à de nombreux Américains et Américaines de parler de leurs expériences. Par votre exemple, vous avez encouragé de nombreuses familles à avoir un dialogue difficile qui aurait dû avoir lieu il y a longtemps. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à votre famille. Personne ne devrait faire face à des menaces de mort par des petits politiques, tout simplement parce que vous essayez de dire la vérité. Votre famille doit savoir que pour chaque petit tweet mesquin, il y a eu des milliers d'Américains, des hommes comme des femmes, qui vous croient, qui vous soutiennent et qui vous remercient pour votre courage. En constatant votre expérience, il n'est pas étonnant de voir autant de personnes rester silencieuses après avoir été agressées sexuellement. Vous n'avez rien à gagner de cette situation en venant apporter les faits à cette commission. Vous témoignez ici. Cela vous terrifie, certes, mais le fait que vous ayez demandé une enquête du FBI sur cette agression, le fait que vous soyez prête à nommer le juge Brett Kavanaugh et l'observateur Mark Judge est exemplaire. Le FBI aurait dû enquêter ces accusations
mais ils ne l'ont pas fait. Mark Judge devrait être assigné à comparaître immédiatement pour témoigner sous serment. Toutefois, cela n'a pas été fait. Juge Kavanaugh, s'il pense qu'il n'y a aucune preuve, aucun témoin qui peut prouver que vous dites la vérité, devrait accepter une enquête du FBI. Toutefois, il n'a pas accepté. Vous êtes face à cette commission aujourd'hui, face à cette nation seule. Je sais que vous êtes encouragé par vos avocats et votre famille. Les procureurs républicains vont continuer à essayer de tester votre mémoire. Après des décennies à essayer d'oublier cette effroyable soirée, il est évident de voir que votre mémoire n'est pas parfaite. Une personne traumatisée ne peut se souvenir de chaque détail traumatisant. Une question est essentielle. Nous allons entendre l'introduction de Brett Kavanaugh. Dans son introduction, il a dit « Je n'ai jamais eu de relation sexuelle, quelle qu'elle soit, avec le Dr. Ford. Je ne remets pas en question le fait que le Dr. Ford a pu être agressé sexuellement quelque part à un moment donné par quelqu'un. » Hier, l'équipe républicaine a diffusé un calendrier qui montre qu'ils ont interrogé deux personnes qui disent vous avoir défendu ou vous avoir agressé. Dr. Ford, avec quel degré de certitude pensez-vous que Brett Kavanaugh vous a agressé? 100%. 100%. Dans la lettre que vous avez envoyée à la sénatrice Feinstein, vous dites « Je n'ai pas vu Brett Kavanaugh, j'ai vu Mark Judge un petit peu plus tard et il avait l'air très mal à l'aise de me voir. » Pouvez-vous décrire cette rencontre au Safeway avec Mark Judge et ce qui vous a fait penser qu'il avait l'air mal à l'aise? J'allais au Safeway, supermarché près de River Road. J'étais avec ma mère. J'étais adolescente, évidemment, alors je souhaitais qu'elle vienne avec moi. Étrangement, je n'ai pas choisi la bonne porte. Oui, j'étais adolescente, je ne voulais pas qu'elle rentre par la même porte que moi. Je suis passé par une porte où j'ai vu Mark Judge. Il avait l'air de travailler dans ce supermarché. Il était en train d'arranger les rayons. Je lui ai dit bonjour. Et son visage s'est décomposé, il avait l'air très très pâle, il avait l'air très très mal à l'aise, il avait du mal à répondre. Alors qu'avant, nous étions amis depuis 2 ans. Nous ne nous étions pas vus souvent, mais nous étions relativement amis. Toutefois, après cet événement, il avait l'air nerveux et il ne souhaitait pas me parler. Il avait l'air presque malade. Combien de temps s'était passé entre l'agression et ce moment? Alors, j'estime que cela devait faire 6 à 8 semaines. Merci, Monsieur le Président. Avant de faire une pause, alors, le sénateur Durbin est un ami, nous travaillons souvent ensemble, mais vous avez parlé de l'obstruction des républicains. Alors, je ne peux pas laisser ce genre de choses dire. Entre le 30 juillet et le 13 septembre, il y a eu 45 jours pendant lesquels cette commission aurait pu enquêter sur cette situation et sa vie privée aurait été protégée. Quelque chose s'est produit chez vous. Alors, on aurait dû enquêter, mais nous allons faire une pause de 15 minutes.